fait seulement moins de 10 ans que je réalise des films. J'ai longtemps été monteur. J'ai fait une formation de montage. Et pendant une quinzaine d'années, j'ai monté des documentaires, quelques fictions. Que ce soit pour la télévision, pour le cinéma. Et ouais. Et mon premier film avec vraiment fini, et oui, il date de 2015. Le film s'appelle La nuit s'achève et c'était une autofiction, on va dire, qui me ramenait dans un voyage. Donc je suis un des personnages principaux avec mon père en Algérie où il est né. Et voilà, c'est une espèce de va-et-vient entre une histoire intime et la grande histoire entre la France et l'Algérie. Votre dernier film, Le cinéma de Jean-Pierre Léaud, on l'a vu à la Mostra de Venise. Est-ce que le film était bien reçu? Comment vous avez vécu cette expérience de la sélection à Venise? J'étais très content. On ne peut qu'être content d'avoir un film sélectionné à Venise, évidemment. D'autant plus content que c'était la deuxième fois. J'étais allé il y a 2 ans avec mon film précédent sur Jean-Luc Godard aussi. On a trouvé j'étais très content de voir une salle pleine de jeunes, surtout il y avait beaucoup de jeunes étudiants qui venaient de partout. Et je m'attendais à avoir des cinéphiles plus vieux. Et donc c'était vraiment très plaisant. En plus on a parlé après avec des étudiants qui venaient de Chine, de Roumanie. Et donc ça montrait à la fois l'intérêt de la jeunesse encore pour plein de choses, et puis l'impact encore de Jean-Pierre Léaud au-delà de la France. Et oui, il y avait une chaleur aussi que j'ai pas eu souvent dans la réception à la fin, dans les applaudissements. C'était vraiment... moi, on a senti un vrai enthousiasme. C'est difficile de faire des documentaires sur des acteurs ou des actrices parce qu'il n'y a pas... Il y a peut-être pas assez, je trouve souvent, il y a pas très souvent assez de substance et d'intérêt. Ils sont assez rares, les acteurs sur qui on peut baser quelque chose qui soit ample, qui brasse une partie de l'histoire du cinéma ou qui ait représenté quelque chose de vraiment très fort dans l'imaginaire ou encore une fois dans l'histoire. Et Jean-Pierre Léaud, il fait partie de ceux-là, de ces rares acteurs qui quelque part sont aussi, c'est un peu le message du film, sont aussi des créateurs en fait. Et il n'est pas seulement un acteur. Les acteurs, ils ont une carrière. Jean-Pierre Léaud, il a une œuvre, on pourrait dire. C'est un auteur quelque part, par sa vie, par sa façon, par ses choix, par sa façon d'habiter le cinéma depuis son enfance, et il était là à de nombreux moments clés de l'histoire du cinéma. Donc il y a plus que lui, il y a plus qu'un acteur, il y a quelque chose d'autre. Donc ça m'intéressait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait... personne ne s'y était intéressé encore. C'est quelqu'un que... il n'y a pas de livre sur Jean-Pierre Léaud, ça n'existe pas. Personne n'a réfléchi, il doit y avoir des thèses d'étudiants. Donc ça, c'est mon prochain projet. Là, je suis en train d'y réfléchir. Et puis là, il y avait un moment aussi adéquat que cette année, on célèbre les 40 ans de la disparition de François Truffaut. Donc il y a des choses autour de Truffaut qui se font en 2024 et c'était plus facile de rendre séduisant un film sur Jean-Pierre Léaud. Et puis moi j'ai beaucoup aimé l'idée après le film sur Godard où Léaud apparaissait de manière, était un personnage très secondaire, mais tout à coup le personnage secondaire devenait principal et ça c'est bien. Ça j'aimais bien l'idée. J'aime beaucoup travailler avec les archives et ça joue aussi dans le choix d'un sujet. Il faut qu'il existe quand même du matériel suffisant en dehors des films. Et voilà, que dire. Puis après, c'est un intérêt personnel aussi. J'ai l'impression que... moi, je le ressentais... on peut dire que Léo, il dépasse aussi le statut d'acteur par une sorte de dimension affective
qu'ont les gens pour lui. C'est-à-dire, il représente quelque chose de sensible. Enfin, je vois bien quand j'en parle, souvent ça correspond, Jean-Pierre Léaud, ça correspond pour des gens qui aiment le cinéma à une période où ils étaient assez jeunes et où ils ont découvert le cinéma. Parce qu'en commençant à s'intéresser au cinéma, très vite, on arrive à voir les films de Truffaut, les films de Godard. Et donc ça fait partie des toutes premières cinéphilies des personnes, donc ça résonne avec leur jeunesse et aussi, donc ça c'est important. Et puis parce que Jean-Pierre Léaud, on a envie de le... Enfin, on sent dans les films, on sent une forme, comment dire, de fragilité, enfin, on sent sa part d'enfance qui est toujours là, et ça donne envie de le protéger, quoi. Et du coup, on a l'impression d'avoir un rapport plus intime avec lui qu'avec d'autres acteurs. Et toute cette dimension affective, évidemment, moi je la ressens aussi, donc c'était vraiment un plaisir de travailler dessus. Et je pense que j'ai envie d'en faire un livre, enfin de développer, transformer ce que j'ai fait pour le film dans un livre, parce que non seulement, encore une fois, il n'y a rien, mais parce qu'il faut aussi transmettre. Je me dis, ces films-là, ils sont faits pour, moi je les pense, pour donner envie aussi, y compris à des gens plus jeunes qui sont curieux et qui pourraient découvrir. Enfin voilà, l'idée c'est il y a une forte idée de transmission quand même, pas seulement parler à des personnes qui sont déjà convaincues, qui savent déjà tout. Il y a l'envie de partager, de faire connaître et puis de donner envie de voir les films après. Et voilà, alors ça, le film, on l'a pas montré à part à Venise encore, donc je sais pas très bien si ça fonctionne, mais on verra dans un mois quand Arte va le diffuser. Alors est-ce que ça manque? Je sais pas. Irremplaçable, oui, unique, on va dire, plutôt. Singulier. Ce qui le caractérise vraiment, c'est qu'il n'y en a pas deux comme lui. Et oui, il y a cette raison-là aussi pour s'intéresser à Léo aujourd'hui. C'est qu'il y a évidemment une sorte de dialogue peut-être avec aujourd'hui sur la redéfinition du masculin. Peut-être que les choses bougent, évoluent, on parle de fluidité, de déconstruction, etc. Et du masculin, et on condamne évidemment de plus en plus la masculinité toxique à juste titre. On ouvre les yeux surtout sur plein de choses. Et Léo, à l'époque, c'était un peu un ovni. Il y en avait quelques autres, on pourrait, dans sa façon d'être un homme. Après, il y a eu en même temps, quelques-uns qui ne jouaient pas, donc d'être un homme qui ne jouait ni sur la force, ni sur le courage, ni sur la virilité, ni sur le côté macho. Truffaut, il appelle ça le côté macho. Et ouais, on peut penser Trintignant jeune aussi, il peut avoir ce côté un peu androgyne, moins masculin, moins viril que les autres. Et ça on peut vraiment remercier Truffaut d'avoir fait d'un homme tel que Léo un personnage aussi important au moment où il le fait au milieu des années 60. Dans les interviews, Truffaut raconte souvent que quand il voyageait aux États-Unis sur les campus, tous les étudiants venaient lui demander des nouvelles de Jean-Pierre Léaud. Et tous les étudiants étaient fans. Et les étudiants américains disaient que oui, ils aimaient Léo parce que enfin, ils avaient un homme différent auquel ils pouvaient s'identifier. Et c'était pas un héros macho, viril, courageux et hyper masculinisé. Et ça, il y a une résonance aussi avec aujourd'hui. J'ai senti ça aussi en tournant, donc j'ai tourné un entretien. Jean-Pierre Léaud a fait un de ses derniers films avec un réalisateur japonais qui s'appelle Nobuhiro Suwa en 2017. Le lion est mort ce soir, et du coup je me suis retrouvé à faire un entretien avec lui au Japon. Et je me suis rendu compte à quel point au Japon la figure de Léo est
connu, à quel point il est presque plus connu qu'en France. Et ça, j'ai l'impression que ça tient aussi à cette... évidemment, les Japonais sont vraiment fans de la Nouvelle Vague, ils sont vraiment fans en premier lieu de Truffaut et de Godard, mais il y a quelque chose dans la façon d'être un homme aussi qui dialogue avec le Japon, j'ai l'impression. Dans le film, je parlais de ça juste après, mais j'avais à cœur de mettre vraiment presque au même niveau Truffaut et Godard, parce que on se rend pas compte, mais même si c'était des petits rôles, par exemple, Léo a fait plus de films avec Godard qu'avec Truffaut. C'est Godard qui lui a donné son premier rôle d'adulte, enfin de vrai jeune homme dans Masculin-Féminin. C'est seulement après que Truffaut a repris Antoine Doinel en 68, 3 ans plus tard. Et il était assistant aussi. Et il a été assistant. Ce que je ne savais pas, j'ai découvert avec votre film. Oui, ça c'est après. Si on revient un peu sur la carrière de Léo, il y a un moment après, enfin vraiment les 400 coups a eu un impact très important à l'époque. Et Léo enchaîne avec un film très qualité française après, qui s'appelle Boulevard de Julien Duvivier, en costume quasiment, enfin en décor construit, très grosse production, etc. On pourrait croire que voilà, tout va continuer comme ça, et qu'il est parti sur de bons rails, mais juste après tout s'arrête. Et entre ses 15 et 21 ans, à part un court-métrage avec Truffaut, il ne tourne plus. Et pendant ce temps-là, Truffaut s'est occupé de lui et l'a engagé comme assistant sur ses films, sur des films d'amis, et il a rencontré Godard. Non, Truffaut d'abord aussi, parce qu'il a été assistant sur La peau douce, par exemple. Et donc il croise Godard au Cahiers du cinéma, et Godard se prend d'affection pour lui et lui demande d'être son assistant aussi sur de nombreux films, donc Pierrot le Fou quand même, et puis d'autres. Donc, et puis il y a une relation affective aussi. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas aux yeux de Jean-Pierre, Godard est vraiment très 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 important, et y compris dans sa carrière. Alors Eustache, c'est sûr que c'est l'autre grand sommet, et d'ailleurs c'est assez incroyable d'atteindre une telle importance quelque part, en tout cas dans nos mémoires et dans l'histoire du cinéma, avec un seul film quelque part. Parce qu'il y a Le Père Noël et les yeux bleus, qui est un court-métrage qui ravit les cinéphiles, mais qu'on connaît moins que La Maman et la Putain. Et en acceptant de faire ce film-là, il fait vraiment quelque chose de très moderne en fait, parce que personne... il a été très moteur dans la fabrication dans le financement en tout cas, Léo, de La Maman et la Putain. Il y croyait vraiment. Et ce film, on se rend compte que ça fonctionne encore aujourd'hui. Il est ressorti il y a 2 ans, en copie restaurée. L'année dernière, quand j'étais au Japon, donc il venait de sortir au Japon dans les salles, et ça a fonctionné. Le public japonais est venu, y compris des jeunes. Donc le film... et moi j'avais un peu peur de revoir le film, parce que je l'avais vu il y a longtemps, en travaillant. Et là, pour travailler sur le portrait de Léo, évidemment, j'ai revu La Maman et la Putain. J'avais un peu peur, parce que... voilà, c'est très long, je me disais est-ce que je vais aimer autant, etc. Et on se laisse emporter complètement. Mais par quelque chose d'unique, encore une fois, et qui n'a pas plu à tout le monde. D'unique dans sa façon de jouer, oui. C'est là où il y a quelque chose de très délicat à aborder avec Léo, cette idée du faux et du vrai, de ceux qui ne l'aiment pas disent ah ouais, non mais il ne sait pas jouer, il joue faux tout le temps, on n'y croit pas. Et particulièrement dans La Maman et la Putain, voilà, il y a cette critique-là qui lui est faite, mais il fait partie de ces gens qui, il y a beaucoup de cinéastes qui croient à ça aussi, comment dire ça ? En fait, on peut atteindre autant
on peut atteindre la vérité, c'est un grand mot, mais la vérité, on peut l'atteindre à travers l'artifice aussi. Enfin, on n'a pas besoin de simuler la vérité pour faire croire que c'est vrai, et des fois, l'artifice, être artificiel, passer par ailleurs, quitter le naturalisme, ça permet d'atteindre un autre stade de vérité. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas très clair dit comme ça, mais pour ceux qui acceptent de voir la maman et la putain, il y a pas, ça peut paraître artificiel, sa façon de jouer, mais en même temps on est pris par son personnage et ça n'empêche pas d'y croire, au contraire. Et moi je pense que ça participe à l'existence de ce personnage d'Alexandre. Mais il y avait plusieurs idées. Comme Jean-Pierre Léaud est unique, et certains disent d'ailleurs il fait toujours du Jean-Pierre Léaud, c'est comme si c'était un personnage. Et le raisonnement c'était ça, comme c'est un personnage, alors on pourrait l'interpréter. On pourrait demander à d'autres comédiens de le jouer. Et j'avais l'intuition que les mettre face à face un comédien qui essaie pas de reproduire, mais qui joue le même texte que lui, et mettre Léo juste en comparaison, ça ferait comprendre ce que j'essaie maladroitement d'expliquer, de cette idée de la vérité n'est pas toujours là où on croit, quoi. Ça aiderait à prouver qu'il interprète quelque chose. Et puis, c'est un faisceau d'indices. Il y a aussi, évidemment, quand on pense à Léo, il y a une archive très très connue qui est le casting qu'il a passé avec François Truffaut pour Les 400 coups, qui est devenu très célèbre. On le voit passer un essai, répondre aux questions de François Truffaut. Donc cette situation du casting, elle lui va bien. Donc ça, et puis l'idée de départ, c'était d'aller vraiment plus loin. C'était après, ça n'apparaît plus vraiment maintenant. C'était d'essayer de faire un documentaire sur un auteur qui était en train de préparer un biopic de Jean-Pierre Léaud. D'accord, donc vous avez eu cette idée-là de faire un peu de mise en abîme. Ouais, avec donc c'est aussi pour ça que, par exemple, c'est pas très évident et on s'en fiche un peu, mais les personnages du film qui viennent parler à cet auteur qui est moi, ils viennent dans les bureaux de la production, le décor ça fait un peu bureau de production. Et puis il y avait l'envie aussi de faire passer aussi des choses qui étaient écrites. Il y a des archives, mais il y a très peu d'archives de Jean-Pierre Léaud. Et par contre, il y a quelques articles quand même importants, mais qui sont de la matière écrite. Et là, tout à coup, passer par des comédiens, ça permettait de remettre en scène des paroles écrites et de l'entendre parler. Et puis moi, j'aime bien ce jeu, j'y crois. Donc il y a ces deux jeunes comédiens. Et il y a surtout Michel Faux qui interprète un Léo un peu narrateur comme ça, où tous les mots viennent de plusieurs interviews que Jean-Pierre a données, donc c'est vraiment lui qui parle. Et évidemment, ils se ressemblent pas, c'est pas les mêmes, mais j'ai l'impression que quand on accepte le jeu proposé par le film, on voit Jean-Pierre Léaud quand on voit Michel Faux qui parle. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne, cette mise en abîme-là. Et puis c'était un moyen aussi quelque part, mais vraiment en sous-texte, je pense, de mener une petite réflexion sur ce que c'est que d'aller plus loin, quoi, de mener une petite réflexion sur le fait d'être comédien. C'est quoi être comédien, c'est quoi jouer, c'est quoi... Et ça, on s'en rend compte avec ce dispositif-là, je pense. Et puis il y avait un côté un peu ludique aussi. Ouais, il faut apporter moi je trouve que c'est un moyen d'apporter du plaisir, de s'éloigner un peu des formes classiques. Oui, surtout, ça donne une touche de singularité au film et le différencie des documentaires de ce genre qu'on peut voir. On se sent que ça, c'est quelque chose d'un peu différent.
et ça attire beaucoup l'attention. Exactement. Alors je ne sais pas si ce sera possible encore très longtemps, mais c'est de plus en plus difficile de pouvoir proposer des idées qui s'éloignent un peu plus du classicisme de ce genre de documentaire, mais je ne vais pas me laisser abattre. Je vais encore essayer. Ah oui, un des grands plaisirs de ce film, c'est d'avoir pu rencontrer, de revoir plus ou moins régulièrement maintenant Jean-Pierre Léaud. Parce que moi je voulais qu'il soit d'accord, j'avais pas. Déjà avec l'idée qu'il y a un film. Je suis ravi qu'il nous ait permis par exemple d'avoir quelques photos de son enfance. Enfin, ça c'est totalement inédit, personne n'avait vu. L'avait vu bébé avec ses parents. Moi j'aurais voulu que dans ce dispositif là, d'acteurs qui viennent interpréter Jean-Pierre Léaud, tenter d'interpréter Jean-Pierre Léaud, j'avais écrit une scène à la fin où Jean-Pierre Léaud, le vrai, venait au bureau de la production pour accepter, signer son acceptation et dire oui, je veux bien que le film existe. Alors, il n'a pas voulu parce qu'il se sent un peu trop fatigué, parce que je sais pas, parce qu'il veut plus tourner, je crois. Et maintenant il vient de fêter ses 80 ans, donc et de la même façon, il n'a pas très envie, c'est pas son truc de se raconter. Donc, ça non plus, il n'aurait pas accepté de faire un entretien pour raconter sa vie, etc. Donc voilà, il fallait faire autrement. Mais il était là, il est venu au montage, c'était un moment très très fort pour moi de lui montrer le film et qu'il a trouvé bien. Et c'est drôle parce donc il n'est pas venu finalement à Venise, mais quand il était question qu'il vienne, il m'a dit moi je veux bien venir, mais surtout je ne parle pas, je ne prends pas la parole. Hein. Et je lui dis bah si, tout le monde va vouloir vous entendre un petit peu. Non, je veux bien être là, mais Et puis il a ajouté, tout ce que je pourrais dire, vous l'avez mis dans votre film déjà, donc ça sert à rien que je dise, que je rajoute quelque chose. Qui est un très joli compliment, ça m'a fait très plaisir et d'autant plus que c'était très spontané. Donc voilà, pas de Jean-Pierre Léaud, mais un vrai plaisir aussi parce que j'ai fait d'autres films sur des personnes des artistes qui étaient morts ou pas accessibles, et là il y a un vrai plaisir de communication. Et ça pose une responsabilité aussi, parce qu'on ne se comporte pas pareil avec un personnage qui est à côté de vous, qui est encore là, et quelqu'un qui est... Enfin, j'ai fait un film sur Jean-Pierre Melville, qui est mort il y a 50 ans déjà. Pour les personnes qui sont interviewées dans le film, pas seulement dans celui-ci, mais dans le film sur Godard aussi, d'une manière générale, comment vous avez choisi, comment vous avez approché à ces personnes et comment s'est déroulé? Alors ouais, c'est bien de comparer les deux parce qu'ils sont liés d'une certaine façon. L'idée principale, c'était d'éviter au maximum ce que je pourrais appeler les commentateurs et pour favoriser des personnes qui ont vraiment travaillé avec Godard ou Léaud, qui le connaissent vraiment. Et éviter ce qu'on pourrait, qui sont très bien, mais éviter des paroles de spécialistes à distance qui n'ont jamais croisé voilà, qui l'ont jamais croisé. Enfin, il y avait une envie d'avoir de la proximité. Et après, il y a toujours beaucoup de gens, puis après c'est une sélection, il y en a qui veulent pas du tout, qui veulent pas parler, il y en a qui sont pas libres, il y en a... Moi ce que j'aurais aimé, mais il n'y avait pas la place,
Il n'y avait pas la place. J'aurais aimé entendre des jeunes acteurs d'aujourd'hui aussi sur Jean-Pierre Léaud. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai filmés ont un lien direct. Et ça se sent. Ça se sent que c'est pas. Qu'il y a quelque chose d'intime pour eux. Donc, encore une fois, c'est pas seulement des commentateurs à distance, ils ont participé tous à cette histoire. Alors, ces films-là sont toujours très complexes d'un point de vue budgétaire. Parce qu'on est très limité par l'utilisation, faire un film sur un réalisateur ou un cinéaste ou un acteur implique d'utiliser du cinéma, de le montrer dans des films. Et ça, c'est... Le droit d'auteur. Voilà, ça c'est très très cher. Donc voilà, il faut... Moi j'ai presque une calculette dans la salle de montage pour ne pas dépasser le nombre de films, un nombre de minutes, etc., etc. C'est un peu des comptes d'apothicaire, mais c'est quand même un gros poids, un poids très important, qui explique, souvent on me dit pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, pas parlé de tel film, pas parlé de telle période. Je dis déjà il y a une question de temps, on ne peut pas faire un film de 3 heures, et puis en plus il y a une question d'argent. Donc ça c'est ce que je pourrais dire au début, et après l'équilibre c'est du montage, Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps pour trouver cet équilibre. Et là, je suis très content parce qu'il y a quand même dans ce film-là, on voit des extraits de 17 films différents, ce qui est quand même beaucoup. Donc oui, j'ai une certaine expérience, et c'est peut-être pour ça qu'il y a... je commence à entendre, maintenant que j'en ai fait plusieurs, je commence à entendre et puis à reconnaître qu'il y a une forme d'écriture singulière qui se dégage, qui est basée beaucoup sur la fluidité, on va dire, sur la fluidité des différentes trames, sur justement ce passage d'une parole à une archive, à un extrait, à une interview. Il y a une petite patte maintenant qui commence à arriver. Il y a toujours un scénario, après c'est un scénario impossible, c'est un scénario impossible dans le temps, qui demanderait des films, c'est des scénarios de films beaucoup plus longs. Donc il y a le montage est long parce qu'il faut enlever des choses surtout. Pas tellement les construire, faut enlever le trop plein. Souvent les biographies sont quand même de ces artistes sont très riches, il y a beaucoup de... Godard était vraiment le sommet de ce qu'on peut... de ce qui existe presque en quantité, en importance, en nombre de films. C'était un défi incroyable. Moi je pensais pas, pour donner un exemple, avec Godard par exemple, je pense il n'y a pas de vraie séquence dans mon film autour du mépris par exemple. Et en commençant dans le scénario, j'imaginais, évidemment, on s'arrêtait beaucoup sur le mépris, on racontait beaucoup de choses sur le mépris parce que c'est un film important, parce qu'il y a plein de choses à raconter, parce qu'il y a plein d'archives. Et au final, il n'y a pas, ou très peu. Et donc, non, c'est des vraies aventures où on est parfois un peu perdu. Et qui demandent du temps pour s'y retrouver et trouver cet équilibre. Parce que ce qu'il faut arriver à faire, en fait, c'est en assez peu de temps, en 1 heure ou moins d'1 heure, il faut arriver à mettre en place une espèce de trajectoire psychologique aussi, et sans être... qui reste subtil. Puis travailler sur un vécu de spectateur, comment on fait vieillir, par exemple, comment on avance dans le temps. Moi, je crois beaucoup par exemple, à l'émotion de la chronologie. J'ai du mal, c'était très classique, mais globalement, je préfère rester chronologique dans une biographie parce qu'on
les choses s'accumulent, l'expérience aussi, on peut rebondir, ça s'approfondit. Puis il y a cette idée de chemin de vie aussi qui est beaucoup plus claire que si on zappe du début à la fin sans s'arrêter. Donc ça, c'est quand même un guide de départ et un guide des scénarios, de favoriser la chronologie. Oui, on était, pendant toute la préparation et la production du film, on était en contact, alors pas tous les jours, enfin de temps en temps, avec Godard. À la fois parce que il y avait plusieurs raisons. Il y avait l'envie d'avoir, même si on n'en a pas besoin obligatoirement, mais de le mettre au courant, d'avoir pas sa bénédiction, mais qu'il soit. Et bizarrement, il était plutôt favorable à l'idée. À ce moment-là, ça tombait bien parce qu'il travaillait sur un film qui était produit par Arte. Et mon film était produit pour Arte aussi. Et donc, ça lui plaisait l'idée d'avoir une soirée qui lui serait consacrée avec son dernier film et un documentaire. Et il y avait même, moi, ce que je voulais faire et c'était envisageable, il y avait l'idée de faire moi j'avais envie de faire un grand flashback. Il aurait totalement, évidemment, refusé de faire un grand entretien aussi, ça c'était hors de question. Personne n'y serait arrivé, je pense. Mais moi je voulais faire une espèce d'immense flashback parce que je trouvais ça extraordinaire que cet homme soit encore en train de tourner. On était en 2022, il était encore en train de travailler. Bon, il ne tournait pas, mais de préparer un film en 2022 au présent, alors qu'il représente une grande partie de l'histoire. Et j'aurais bien aimé, il y avait l'idée de tourner une séquence aujourd'hui avec lui, en train de tourner, en train de travailler aujourd'hui, et de faire après un grand flashback sur sa carrière. Ça n'a pas été possible juste parce qu'il a été plus lent que ce qu'il imaginait, qu'il était toujours en préparation quand nous on devait finir le film, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de tournage à tout, il n'y avait pas Godard en train de travailler, ça n'existait pas encore. Et malheureusement, moi mon grand regret c'est qu'il n'ait pas vu le film, puisque donc on l'a montré pour la première fois à Venise, début septembre il y a 2 ans, et il est mort, on a appris sa mort 5 jours après. Et moi je m'étais dit que j'attendrais cette projection à Venise pour lui envoyer, et voilà, on n'a pas eu le temps. Oui, j'ai vu le film de Mitra Farahani, où j'ai trouvé très émouvant tous les passages. Bon, après ils se connaissent très bien, elle a participé à la production de ces films, et je l'ai trouvé très, très généreux avec elle, et lui très émouvant dans les passages où il est filmé. Et j'étais un peu, peut-être j'aurais bien aimé, sans être jaloux, des choses, je me dis elle a de la chance en tout cas. Et surtout le film, je l'ai trouvé très joyeux. C'est très touchant de penser que peut-être le lendemain ou 2 jours après, il va mourir. Mais il fait plein de blagues, des jeux de mots, et il parle vraiment comme s'il joue comme un enfant en fait avec ses matériaux, ses petits collages, ses phrases. C'était vraiment un très grand moment de cinéma à voir ce film. Ça m'inspire et je m'en suis rendu compte en faisant quelques biographies comme ça, même s'il y en a qui donnent l'impression d'être avortées par une mort prématurée, mais plus on avance dans la vie, il arrive un moment où tout à coup on se rapproche de son enfance, toujours, vers la fin. Je pense que c'est très vrai, très juste. Et donc ça me fait penser à ça, ce que vous dites sur... En effet, il y a un côté un peu enfantin, même Godard se rapproche de son enfance à la fin.
Et Jean-Pierre ne l'a jamais quitté. Pour toutes les personnes qui connaissent un peu les liens qui ont uni François Truffaut et Jean-Pierre Léaud, évidemment la disparition prématurée de Truffaut est un... Pardon, je vais recommencer. Jean-Pierre Léaud, il a vraiment un lien unique. Il y a eu peu de liens entre acteurs et cinéastes dans l'histoire du cinéma qui ont été aussi forts qu'entre Truffaut et Léaud. Truffaut l'a quasiment adopté après les 400 coups. Et les parents de Léaud étaient toujours absents. Léaud, il évoluait dans des pensions, il était tout seul. Et Truffaut s'est beaucoup occupé de lui, il l'a fait tourner, etc. Et on pourrait rajouter plein de détails biographiques qu'il n'y a pas dans le documentaire, etc. Donc, c'est à la fois un ami, un père, un révélateur, un mentor pour Léaud. Donc, le moment de la disparition de Truffaut, ça a été un des grands drames de Léaud, évidemment. Et c'est important de trouver le moyen d'en rendre compte à sa juste valeur. Et par chance, il y a quand même, dans le documentaire, il y a deux moments très importants à ce moment-là. Il y a une archive extraordinaire où Léaud a l'air un peu perdu, un peu ailleurs, et pas totalement remis. C'est un an plus tard, mais voilà. On voit l'impact sur lui de cette disparition. Et il y a quelques années seulement, Léaud a écrit un texte très beau qui raconte le jour de la disparition de François Truffaut. Et il y en a un extrait dans mon documentaire. Alors c'est un texte beaucoup plus long où il raconte comment il était en tournage en Italie et quand il a appris la nouvelle et il pète un plomb, il a un petit épisode vraiment de violence pour essayer de supporter le choc de la nouvelle. Et Jean-Pierre, au début, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, on a abordé ce texte et il tenait beaucoup à ce que le texte soit dans le film. Et moi aussi, donc ça tombait bien. Mais c'est là aussi qu'on rejoint les autres envies formelles, parce que ce texte est un texte écrit, donc comment rendre compte dans un documentaire, et là, voilà, il y a un comédien qui l'interprète, et du coup on peut l'entendre, et du coup il peut faire partie du film, et du coup on peut comprendre plus de choses. Merci beaucoup, merci. Merci à vous.